à tous. Donc, je vais brièvement aborder certains aspects qui concernent donc la contribution de la recherche œnologique à la qualité des vins autour de point par camp. Donc, l'objectif n'est pas de couvrir l'ensemble des contributions de la recherche œnologique, parce qu'on en aurait pour l'après-midi, mais plutôt d'essayer de dresser des lignes directrices de points qui ont guidé depuis le début de la recherche en œnologie, donc l'évolution vers la qualité. Alors, avant de plonger directement dans les aspects de la recherche œnologique, je voulais rappeler ce point qui a été évoqué hier, bien sûr, que beaucoup de grands vins, enfin beaucoup de grands crus et sans doute certaines années des grands vins sont nés bien avant que la science œnologique ne soit créée. Donc tous les intervenants d'hier l'ont bien établi, et il y a eu aussi une hiérarchisation de ces vins. Donc ça a été rappelé hier par Philippe Roulier, d'abord à l'usage des professionnels. Un autre point qui n'a pas été évoqué hier, mais qui est aussi très important de souligner, c'est le fait que l'homme, travaillant dans le chai, élaborant le vin, a, depuis des temps très anciens, compris que certaines démarches empiriques jouent un rôle très important sur la qualité des vins. Donc je vous représente ici trois illustrations de pratiques qui sont toujours essentielles aujourd'hui dans l'élaboration de grands vins rouges. Donc la pratique du sous-tirage. Donc là on a une illustration avec la lithographie d'un document du XVe siècle. Et le point qui est important à souligner, c'est que sur cette lithographie, on n'évoque pas simplement le transfert d'un vin d'un récipient dans un autre. On évoque, au travers de cette lithographie, la manière la plus pertinente, telle qu'on doit la considérer aujourd'hui, pour transvaser un vin d'une barrique dans une autre, sans que ce vin ne soit trop oxygéné. Donc véritablement, les gens qui nous ont précédés avaient bien compris les finesses aussi dans le mode de gouvernance de l'élevage des vins. Alors ensuite, une autre contribution majeure qui est arrivée, semble-t-il, à peu près en même temps à Bordeaux et en Bourgogne, c'est l'usage de la mèche de soufre. Donc à Bordeaux, cet apport il a été dû aux Hollandais, et c'est véritablement à ce moment que l'on peut désinfecter les fûts et commencer à parler d'élevage des vins. Avant, sans doute que beaucoup de vins élaborés au bout de quelques mois de conservation devenaient de vulgaires boissons vinaigrées. Donc c'est une contribution majeure. Malheureusement, le bêchage a failli être interdit au niveau de l'Union européenne. Les choses ont été rattrapées de justesse. Et puis bien sûr le collage, le blanc d'œuf, quand j'ai évoqué le XIIIe siècle, j'en ai parlé avec Jean-Pierre Garcia tout à l'heure, c'est un petit peu confus, mais c'est toujours un usage essentiel. Alors, cette situation, elle semble nous conforter dans le fait qu'avant la période œnologique, il y a beaucoup de choses qui sont maîtrisées. Mais quand on analyse la situation en 1850, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vins qui sont sujets à de très nombreuses altérations, dont un certain nombre d'entre elles ont aujourd'hui disparu. Alors bien sûr, il y a toujours les inévitables piqûres lactiques et acétiques, on rencontre encore aujourd'hui malheureusement certaines années dans les chais. Mais il y a d'autres maladies qui ont complètement disparu, en particulier la maladie de la tourne, donc qui est évoquée dans l'œnologie par Alain Nouveau, mais qui a disparu. La maladie des vins filants, on la rencontre exceptionnellement, en particulier quand il y a des années avec très peu d'acidité, donc les vins prennent une consistance huileuse, et donc qui est assez désagréable. Et puis une autre maladie qui est la maladie de l'amertume, qui est due à des bactéries, et qui concerne le fait que, de par la production d'un composé qui s'appelle l'acroléine, qui réagit avec les composants phénoliques, il y a une sensation d'amertume qui est fortement perçue. Donc ces maladies, elles sont très présentes, malgré le fait que les crus ont déjà été créés. Alors il y a quelqu'un évidemment qui va jouer un rôle majeur dans l'invention de l'œnologie, et il est sollicité par Napoléon III, Louis Pasteur, tout simplement parce qu'il y a des gros problèmes de mévente des vins français, en particulier vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Et donc Louis Pasteur se plonge avec son regard de scientifique, mais aussi d'observateur, qui intègre l'observation empirique, et puis d'expérimentateur, pour chercher d'apporter donner-moi des éléments d'explication sur ce qui gouverne l'élaboration et la conservation des vins. Donc on doit à Pasteur, et sans doute après d'autres, on a parlé hier de Cagnard de la Tour, et puis sans doute d'autres, la démonstration du rôle de la levure dans la fermentation alcoolique. C'est une étape essentielle parce qu'à partir de ce moment-là, on sait quel est l'agent de la fermentation. Donc malheureusement, qui ne s'est pas appelé Saccharomyces vinis, et c'est Rivizier.
Ensuite, donc, Louis Pasteur a démontré le rôle préjudiciable de l'oxygène, ou favorable, selon l'évolution du vent. En tout cas, il a bien compris le rôle qu'avait l'oxygène. C'est toujours un sujet qui est actuel dans les thématiques de recherche que l'on traite aujourd'hui. Et puis, bon, là, c'était sans doute une analyse qui était en partie erronée. Il a considéré le rôle exclusivement préjudiciable des bactéries dans la conservation des vins, alors qu'on a bien vu avec la fermentation malactique qu'il y a un rôle qui est favorable. Toujours est-il que la contribution de Pasteur va jouer un rôle déterminant dans le développement de l'œnologie, et en particulier à Bordeaux, donc avec un de ses disciples, donc Ulysse Gaillon, qui va créer la station agronomique de l'œnologie. Et donc, même moi, étudiant, j'étais vraiment empreint de cette culture pasteurienne dans la démarche à aborder dans le cadre de la recherche œnologique. Alors, il faut quand même évoquer Lavoisier, Chaptal, Gay-Lussac, qui eux aussi ont apporté leur contribution. Je me rappelle une phrase de Lavoisier qui était inscrite à Talence sur l'entrée du bâtiment: la fermentation alcoolique est une des opérations les plus frappantes que l'on a l'occasion d'observer. Donc, il avait bien vu et observé certaines choses importantes. Donc, au travers de cette démarche pasteurienne, on rentre vraiment au travers d'une recherche en œnologie sur des considérations qui sont rigoureuses. Considérations qui sont d'abord faites d'observation, souvent guidées par l'empirisme, qui permettent d'élaborer des hypothèses, qui vont ensuite conduire à la réalisation de travaux scientifiques, qui conviendront ensuite d'être vérifiés expérimentalement, et avec, bien sûr, concernant notre sujet, un intérêt pour améliorer, valoriser la qualité du vin. Alors, dans la période post-pasteurienne, donc, il y a eu plusieurs contributeurs qui ont œuvré donc, pour améliorer la qualité des vins. Comme l'a évoqué Jean-Claude Berrouet, principalement donc, une œnologie curative. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'abord de résoudre des problèmes d'instabilité des vins. On a évoqué les problèmes de piqûres, hein, ils ont continué malheureusement après les travaux de Pasteur, malgré la pasteurisation. Donc il y avait aussi des problèmes de limpidité des vins, hein, parmi les travaux majeurs sur lesquels avait travaillé Jean-Henri Béraud-Gaillon dans les années 1930. C'était les problèmes de précipitation dans les vins dus à la présence de métaux, fer, cuivre, qui étaient des problèmes d'instabilité de présentation du vin. Donc il y a des solutions qui ont été apportées, et ça a été la première démarche de l'œnologie du XXe siècle, finalement, c'est résoudre des problèmes, hein, et apporter des solutions, en l'occurrence les produits dont malheureusement on n'entend plus parler, le ferrocyanure de potassium, le phytate de calcium, qui permettaient d'éliminer ces métaux en très grande quantité. Il y a aussi les premiers travaux sur la maîtrise de la fermentation alcoolique, avec en particulier dans les années 1950, la mise en évidence du fait que l'acide acétique, donc on ne souhaite pas dans les vins, ne vient pas que du métabolisme bactérien, mais aussi du métabolisme levurien, des choses qui sont aujourd'hui très évidentes. À l'époque, il fallait le considérer. Alors, à partir de 1950, donc à Bordeaux, sous l'impulsion de Jean-Henri Béraud-Gaillon et Émile Pénaud, et puis dans d'autres centres, d'autres personnes, en particulier M. Ventre, M. Ferré à Dijon, eh bien, il y a une contribution de l'œnologie, donc pas seulement curative, mais de plus en plus prédictive. Donc avec un objectif qui est de mettre en œuvre un certain nombre de contrôles, un certain nombre de protocoles pour permettre d'améliorer, valoriser la qualité du vin. Donc c'est à ce moment eh bien, que l'on permet de bien maîtriser la fermentation malolactique. Hein. Cette fermentation, elle a été observée après la fermentation alcoolique, c'est-à-dire la décarboxylation d'acide malique, un acide du raisin en acide lactique, associé à un dégagement de gaz carbonique. Hein. Donc cette fermentation malolactique a été vraiment maîtrisée grâce aux travaux d'Émile Pénaud et Jean-Henri Béraud-Gaillon. Et à partir du moment où il y avait des outils de contrôle dont on parlera, à partir du moment où il y avait un suivi de l'évolution de la dégradation d'acide malique, eh bien, on était en mesure de mieux contrôler cette fermentation malolactique. Bon, c'est jamais toujours délicat, la fermentation malolactique, mais les choses se sont beaucoup améliorées. Et puis, progressivement, dans les travaux d'œnologie, il y a un intérêt dans la valorisation de la qualité, au travers de la vinification, au travers d'une meilleure maîtrise ou analyse de l'élevage du vin. Donc, s'agissant des composants de la couleur, donc à l'époque, rappelez-vous qu'il y avait beaucoup de vendanges qui étaient récoltées, qui étaient touchées par la pourriture grise. Beaucoup de vins étaient sujets à ce qu'on appelle des casses oxydasiques, c'est-à-dire que la couleur des vins n'était pas rouge-vermeil, mais rapidement, elle devenait brune. Donc, évidemment, l'intérêt pour le consommateur, il était limité. Donc progressivement, il y a tout un tas de travaux qui sont menés pour gouverner l'ensemble de ces points, et petit à petit, on va vers l'analyse du potentiel qualitatif des raisins. Donc c'est un peu la flèche que j'ai voulu illustrer, hein, c'est-à-dire qu'on va aller depuis le vin de plus en plus vers le produit pour mieux définir au niveau de ces différentes étapes, maturation des raisins, opération fermentaire, les paramètres qui vont guider la qualité future du vin. Un autre point, bien sûr, à cette époque, hein, c'est l'apparition, comme l'a évoqué Jean-Claude Berrouet, du diplôme national d'œnologue en 1955, donc qui a finalement contribué à transposer les connaissances de la recherche vers l'enseignement. Hein. Il ne faut pas perdre de vue qu'un des
corollaire de la recherche, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, ça permet de diffuser la connaissance et de faire en sorte que les choses bougent et que la qualité soit améliorée et diffusée. Alors, à la suite de quoi, eh bien, aujourd'hui, on peut considérer que l'objectif de la recherche en œnologie, définitivement, il est dans une valorisation, une préservation de la qualité des vins. Donc, qualité des vins, c'est d'abord une qualité organoleptique, qualité gustative, qualité aromatique. Hein. Et moi, j'aime bien cette phrase de Jean-Luc Leroux-Gaillon, qui, pour qualifier la qualité, dit que c'est l'ensemble de ces qualités, c'est-à-dire tout ce qui le rend acceptable, ou surtout désirable pour celui qui le consomme. C'est-à-dire, finalement, quelque chose qui apporte du plaisir. C'est d'abord comme ça que je vois la notion de qualité. Alors, comment la science œnologique peut-elle contribuer à améliorer la qualité? Alors, il y a plusieurs points que je vais évoquer autour de cette idée. Le premier d'entre eux, me semble-t-il, qui est majeur, c'est que la science œnologique, elle peut contribuer à faire progresser la qualité dans la mesure où elle est irriguée par les connaissances en sciences fondamentales. Donc, quelles sont les sciences fondamentales qui alimentent l'œnologie? Eh bien, au premier rang, il y a la chimie analytique, la chimie réactionnelle. Donc, souvent, la chimie, ça fait peur. Hein. On pense à des choses industrielles, mais bon, il faut aussi penser que la gastronomie et la cuisine, c'est la chimie. Donc, la chimie, c'est un point majeur de l'évolution de l'œnologie. Ensuite, bien sûr, le vin, c'est un produit fermenté. Donc, il y a la microbiologie, la connaissance des micro-organismes qui sont associés aux transformations du raisin en vin. Et puis, associé bien sûr à la microbiologie, la génétique, hein, toutes les connaissances qui ont été faites, dont on reparlera, sur le séquençage des génomes, la connaissance des gènes, l'étude particulière de leur intérêt, ça fait beaucoup progresser les connaissances en œnologie et la qualité, telle que je vous le présenterai. Et puis d'autres aspects, les procédés. Donc les procédés, c'est ce qu'on appelle aussi la technologie, c'est-à-dire tout un tas de protocoles qui sont mis en œuvre, très importants au quotidien, pour la clarification des vins, leur traitement, leur filtration, le contrôle des températures, l'analyse sensorielle dont on reparlera, et puis bien sûr, moi ça me semble absolument essentiel pour demain, l'irrigation de la science œnologique par les sciences humaines et sociales. Alors, l'apport des sciences fondamentales, c'est d'abord l'apport de la chimie analytique, l'apport de l'analyse sensorielle, l'apport de la microbiologie, l'apport des procédés. On va voir comment l'ensemble de ces apports en sciences fondamentales permettent de développer des outils, permettent de développer des méthodes qui guident pour un meilleur contrôle de la composition, de la qualité des vins, permettent d'améliorer les fermentations et puis prévenir l'évolution des vins. Alors, quelques exemples. Avant 1950, les contrôles qui étaient mis en œuvre pour apprécier la qualité des vins étaient relativement limités. Donc on pouvait contrôler l'acidité titrable, la teneur en sucre, l'acidité volatile, le degré alcoolique et quelques dosages de métaux. Puis en tant qu'antiseptique, on commençait à composer aussi le dioxyde de soufre. À partir de 1950, comme notre ami Jean-Claude l'a très bien exposé, il y a une révolution au travers de la technique de chromatographie sur papier. La chromatographie sur papier, donc développée par Pascal Leroux-Gaillon, grâce à un séjour qu'il a fait, je crois, aux États-Unis, va permettre très rapidement de mesurer l'acide malique, c'est-à-dire de suivre la fermentation malolactique. Donc à partir du moment où on peut suivre les teneurs en acide malique avec cette technique-là, c'est-à-dire on va contrôler ici la disparition du spot d'acide malique quand on fait une petite migration, eh bien on peut suivre la fermentation malolactique et donc la maîtriser. À ce moment-là aussi, hein, il faut quand même le rappeler, dans le vignoble, il n'y avait pas simplement des vitis vinifera qui étaient cultivés, il y avait aussi beaucoup d'hybrides. Donc Pascal Leroux-Gaillon, grâce à la chromatographie sur papier, a aussi été en mesure de montrer l'abondance dans certains vins d'anthocyanes diglucosides, c'est-à-dire qui contiennent 2 sucres, et ces anthocyanes sont spécifiques de variétés non vitis vinifera ou d'hybrides. Et donc à partir de ce moment-là, cette technique a permis d'éradiquer les non-vitis vinifera du vignoble, donc finalement de faire progresser indirectement la qualité. Autre point, donc, qui est apparu plus tardivement et qui est toujours aujourd'hui actuel, hein, Jean-Claude l'a aussi évoqué, faire progresser la qualité, c'est éliminer des composés associés à des mauvais goûts ou des altérations. Donc c'est par exemple les caractères du Cabernet Sauvignon qui n'est pas complètement mûr, donc, pour lequel on connaît aujourd'hui les marqueurs, je vous ai épargné toutes les formules chimiques, des composés très peu abondants, hein, quelques milliardièmes de grammes par litre de vin, donc il faut des outils technologiques difficiles à développer pour mesurer ces composants, et mesurant ces composants, on peut ensuite guider le viticulteur dans des protocoles, guider le vinificateur aussi dans des protocoles et finalement contribuer à améliorer la qualité. C'est aussi éliminer les mauvais goûts associés à des raisins touchés par des formes de pourriture. C'est un sujet qui est très actuel, ça remonte aux 10 dernières années, et sans doute que l'avenir nous offrira malheureusement d'autres sources d'altération contre lesquelles il faudra être vigilant.
C'est l'histoire du bouchon moisi, ça a été évoqué, les problèmes d'éthylphénol, hein, qu'on appelle aussi les problèmes de Brett, donc qui peuvent plaire aux consommateurs, c'est entendu, mais qui sont quand même le résultat du développement de levures qui sont considérées comme des levures de contamination. Et donc la conséquence du développement de ces levures de contamination fait que le caractère fruité des vins est moins apprécié, la complexité, l'originalité des vins est moins aperçue. Pareil pour l'évolution oxydative. Donc finalement, l'intérêt de ces moyens de contrôle, c'est d'améliorer les protocoles. Et l'idée maîtresse, c'est faire en sorte que l'identité, l'originalité des vins soient mieux retrouvées. Enfin, finalement, ces contrôles ont pour vocation d'améliorer finalement le plaisir qu'on va avoir à la dégustation. Alors bien sûr, tout ça, ça doit être mené dans une interaction étroite entre l'analyse sensorielle, c'est-à-dire la dégustation, et l'analyse physico-chimique. Alors, un point qui est aujourd'hui un énorme enjeu, c'est de mieux connaître les composants qui sont associés à la qualité. Et là, c'est un sujet qui est difficile, complexe, parce que quand on parle de la composante aromatique, de la composante du goût d'un vin, c'est pas simplement une, deux, trois molécules. C'est un cortège de molécules, ce sont des sujets qui sont complexes. Pourquoi? Parce que quand on va percevoir, eh bien, c'est un processus cognitif qui est complexe. On va sentir, on va goûter, mais on va commencer par voir d'abord. Donc tout ça, ça peut impacter sur notre jugement. Alors, quelques éléments pour vous éclairer. D'abord, quand vous avez un verre de vin que vous sentez, il y a au moins une centaine de composants volatiles qui vont être entraînés au niveau de votre premier relais de perception sensorielle. Vous imaginez un petit peu cette complexité de l'information. Il faut essayer de comprendre dans cette information complexe quels sont les composants qui sont les plus importants pour être en mesure de guider le vinificateur pour que la qualité soit meilleure. Idem sur les composants du goût. Donc très récemment, quelqu'un, ça me fait très plaisir, dont on vient d'apprendre le recrutement de l'Université de Bordeaux 2, a identifié des composants qui donnent dans les vins une sensation de sucrosité sans sucre, c'est des composants qui viennent du bois, et nous n'aurions jamais imaginé que ces composants extraits du bois, quand on connaissait la formule chimique de ces composés, puissent avoir ce rôle-là. C'est grâce à ces travaux qu'on peut avancer dans cette thématique-là. Donc ça, c'est un sujet qui est complexe. Alors, quelques illustrations de travaux qui ont pu être faits. Dans les années 1970, il y a eu des travaux simultanés quasiment entre Bordeaux et Montpellier qui ont contribué à décrypter le caractère muscaté des cépages muscats et apparentés. Il y a eu des travaux qui ont été menés ici sur les notes d'agrumes, de buis dans les tonalités aromatiques du Sauvignon. Et puis des choses plus récentes, donc je vois une docteure qui est présente au fond de la salle, qui a travaillé sur l'énonce de fruits frais dans les vins rouges, par des phénomènes complexes associant une diversité de molécules, mais il y a aussi des travaux sur les caractères de fruits surmûris. Donc on s'intéresse à tout ça, c'est pas tellement un travail académique, c'est de mieux guider les viticulteurs s'ils souhaitent considérer ces composants pour améliorer la qualité. Idem sur les composants phénoliques, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur la nature des anthocyanes, c'est-à-dire des pigments, des tanins, de leur structure et du lien avec la qualité, et puis je l'évoquais aussi tout à l'heure, les composants du bois. Alors un des enjeux, c'est de comprendre, si vous voulez, la façon dont les phénomènes perceptifs sont élaborés. Voilà, ici j'ai reconstitué un cube qui donne une tonalité aromatique ou une tonalité de goût dans le vin. Ce cube, vous voyez qu'il est constitué, en l'occurrence, par 6 éléments. Si ces 6 éléments ou 7 éléments ne sont pas présents, toute la complexité n'est pas perçue. C'est l'enjeu pour demain. Alors il y a un autre point qui est majeur, c'est l'analyse sensorielle. Jean Ribéraud-Gaillon ne s'est pas trompé, il l'évoquait dès son premier traité d'œnologie en 1945. Donc, qu'apporte l'analyse sensorielle? D'abord, c'est une approche méthodologique, c'est-à-dire que ça nous apprend, quand on souhaite décrire un vin, le qualifier, à utiliser des méthodologies satisfaisantes pour éviter que dans notre jugement, on soit perturbé par des excitations extérieures, excitations visuelles, auditives ou autres. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, dans le cadre de l'analyse sensorielle, on cherche aussi à prendre en compte la diversité que nous constituons tous ici présents dans cette salle. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous n'a précisément les mêmes seuils de sensibilité aux différents composants du goût. Donc le fait de se retrouver ensemble pour porter un jugement, ça permet de donner une valeur de groupe, en même temps une valeur des individus, mais aussi une valeur du groupe, et de mieux situer une appréciation globale d'un groupe par rapport à un produit. Alors, ces aspects-là, ça fait référence au domaine qu'on appelle la psychophysique. Il y a un autre domaine qui est très important pour progresser demain dans l'analyse sensorielle, c'est la psychologie cognitive. C'est-à-dire mieux comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau humain quand on va réaliser une dégustation. Et ça peut nous permettre de nous améliorer dans la façon dont on va poser des questions à des dégustateurs quand on leur demande d'apprécier un vin.
typiquement, aujourd'hui, un critère que l'on va employer pour demander à un dégustateur de juger un vin, on ne va pas lui dire de mettre une note, on va lui poser la question suivante. On vous présente des vins rouges de Bordeaux. On vous demande d'expliquer à un ami quel est pour vous le représentant le meilleur des différents vins rouges que vous avez devant vous. Indiquez par une note quel est, à votre avis, le vin qui est le meilleur représentatif, plus représentatif. Donc de cette manière-là, eh bien, c'est des questions qui ont été élaborées par des gens de psychologie. On va demander en fait au dégustateur de faire une catégorisation, c'est-à-dire de sélectionner parmi les différents vins ceux qui pour lui sont les plus représentants d'une typologie donnée. Alors il y a aussi des protocoles, il y a aujourd'hui des gens au sein de l'unité de recherche qui travaillent sur les protocoles d'amélioration des performances individuelles des gens, ça c'est très important. Autre aspect dans l'impact des sciences fondamentales, c'est l'apport de la microbiologie. Donc la microbiologie, c'est bien sûr la connaissance des différents micro-organismes qui sont développés depuis le raisin sur le vin. Donc il y a les micro-organismes qui sont présents sur la baie, il y a des micro-organismes qui vont se développer avant la fermentation alcoolique, bien sûr il y a les levures, la fermentation alcoolique et les levures, la fermentation aromatique. Donc les travaux tels qu'ils ont pu être conduits vont d'abord chercher à comprendre les paramètres favorables au développement des micro-organismes pour éviter les arrêts de fermentation alcoolique, pour permettre que la fermentation malactique se déclenche. Et puis, progressivement, il y a eu une intégration de connaissances due à la biologie moléculaire, c'est-à-dire à la connaissance des génomes, à la connaissance de gènes, qui a permis de faire des travaux de sélection, qui a permis de faire des travaux d'écologie. Donc des travaux de sélection, c'est-à-dire isoler, par exemple, au niveau d'une propriété viticole, certains micro-organismes, certaines levures ou certaines bactéries qui semblent présenter des propriétés plus intéressantes pour valoriser une qualité organoleptique. Certains travaux d'écologie aussi pour comprendre quelle est la réalité de la diversité des levures ou des bactéries au sein d'une exploitation viticole ou éventuellement au sein d'une appellation ou d'une région viticole. Ça, c'est des choses très intéressantes qui ont pu être élaborées. Alors, les premiers éléments, d'abord sur la sélection des micro-organismes. Donc, c'est un sujet qui est très ancien, en fait. Dès la fin du XIXe siècle, l'Institut Leclerc a proposé des souches de levure sélectionnées. Alors, il n'y avait sans doute pas un travail qui était très rigoureux, mais l'idée était là. En fait, il faut quasiment attendre un siècle avant que l'on commence à pouvoir incorporer dans le jus de raisin qui fermente des souches de levure, qui ne viennent pas des laboratoires, je vous rassure tout de suite, mais des souches de levure qui sont issues de sélection dans des vignobles, et puis ensuite qui sont cultivées comme elles le sont pour le boulanger qui fait chaque jour son pain. Donc de la même manière, on prépare des levures pour des usages œnologiques. Alors, il y a eu, à mon sens, quelques confusions au début des années 1980 avec des sélections de souches qui produisaient par elles-mêmes des composantes aromatiques, typiquement des fameuses odeurs de banane. Parce que la conséquence de telles souches, c'était que les souches, lorsqu'elles étaient présentes, contribuaient à donner dans le vin une tonalité aromatique particulière. Donc la signature du vin, c'était finalement la signature associée à la souche de levure. Et puis au début des années 1990, on a compris un point majeur que Louis Pasteur lui-même avait déjà pressenti, c'est que la souche de levure contribuait à révéler les caractères spécifiques des variétés. Et ce point a été très bien démontré pour le Sauvignon blanc d'abord, puis après pour beaucoup de variétés blanches. C'est moins clair pour les variétés rouges. Toujours est-il qu'en fait aujourd'hui, les vinificateurs ont à leur disposition des souches de levure qui sont issues des différents terroirs et qui ont cette propriété de libérer au cours du processus de la fermentation alcoolique des composantes aromatiques associées aux arômes des variétés, modulées par le terroir. Et ces composantes aromatiques sont des composantes aromatiques qui ne sont pas directement perçues dans le fût. Donc la souche est un révélateur en fait de l'originalité, de l'identité des vins. Donc ça c'est un nouveau concept qui est quelquefois difficile à faire passer et qui est essentiel. Alors évidemment les chercheurs ont toujours envie de faire progresser les choses et à un moment donné, fin des années 1990, il y a eu cette question de l'éventuelle utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Heureusement, les choses n'ont jamais évolué jusque-là. Cependant, eh bien, comme M. Mendel faisait avec le petit pois, aujourd'hui, on est en mesure de croiser les souches de levure entre elles pour produire de nouvelles générations de levures qui peuvent avoir un intérêt biologique. Voilà. Alors, ce que j'évoque pour les levures, c'était très avancé. Pour les bactéries aussi, il y a des choses qui sont menées sur des critères qui concernent les caractéristiques des génomes, mais aussi des caractéristiques biochimiques. Alors, quelques intérêts aussi des travaux de la microbiologie, eh bien, ce sont des tests de dépistage, par exemple pour mettre en évidence la présence de levures non souhaitées de contamination, et donc aider ainsi le vinificateur à lutter contre la présence de ce micro-organisme.
C'est aussi, donc je l'évoquais tout à l'heure, des travaux d'écologie, c'est-à-dire essayer de comprendre, selon les modes de conduite, viticulture biologique ou non, selon la situation géographique ou pédologique, les caractéristiques des levures que l'on trouve dans la parcelle de vigne sur le raisin et dans le vin. Donc il y a tout un tas de connaissances qui ont été accumulées et qui, quelquefois, sont surprenantes. Alors bon, il y a l'intérêt des génies procédés aussi, donc dans l'amélioration de la maîtrise du niveau d'oxygénation, les performances des bouchons. Il y a beaucoup de choses, je vois la pendule qui tourne, donc je vais l'avancer un petit peu. Alors l'autre idée maintenant que je veux décliner, c'est la contribution de la science œnologique dans sa construction scientifique. Alors, un point qui me semble être important d'évoquer, c'est le fait que les meilleures recherches en œnologie, en tout cas jusqu'à présent, c'était des recherches qui associaient ce triptyque d'observation empirique, et souvent maintes fois répétée, de démarches expérimentales, et bien sûr d'une recherche solide, intégrant les sciences fondamentales de la chimie, de la microbiologie et des procédés. Mais peut-être ça va vous choquer, l'empirisme joue un rôle très important dans les bons travaux de recherche œnologique. Si on veut vraiment comprendre les paramètres qui vont améliorer la qualité du vin, il est nécessaire d'intégrer les connaissances empiriques. Et en ce sens, je reprends une citation de Jean Rivero-Gagnon qui disait « L'empirisme est un peu l'esprit de finesse qui est capable de découvrir des relations que l'esprit de géométrie n'est pas en mesure d'établir. » Et donc, à mon sens, aujourd'hui, quand finalement, la plupart des travaux les plus originaux le montrent, et ils sont d'abord nés dans des observations qu'on a faites dans les chais, en dégustant les vins, en goûtant les raisins, et après, il y a eu une science plus fondamentale qui a permis de le démontrer. Alors, comme je ne peux pas décliner tout ce triptyque autour de nombreux exemples, j'ai choisi de le décliner autour d'un exemple qui concerne l'évolution des modalités de la vinification en blanc, en particulier pour le Sauvignon blanc, entre 1970 et 20. Donc, quand on considère la situation en 1970 pour le Sauvignon blanc, donc c'est peut-être un petit peu simplifié, mais je pense que globalement ça reflète à peu près la réalité du mode d'élaboration. Il n'y a pas toujours une distinction au niveau de la vendange entre des raisins qui étaient sains et des raisins qui étaient touchés par la pourriture. Malheureusement, le tri n'était pas toujours fait. Ensuite, le pressurage était effectué. Souvent, on rajoutait, parce qu'il y avait les parties de raisins touchées par la pourriture, un niveau élevé de dioxyde de soufre. Les mous de raisin n'étaient pas protégés vis-à-vis de l'oxygène, donc souvent ils avaient tendance à brunir. Et puis, avant la fermentation alcoolique, la clarification des mous était peu contrôlée. C'est-à-dire qu'en fait, les mous sédimentaient en général pendant une nuit, puis le lendemain, on faisait l'opération de soutirage, on déclenchait la fermentation alcoolique. Alors, ensuite, la fermentation alcoolique résultait d'une fermentation spontanée, donc on n'avait pas les connaissances d'écologie, donc on ne savait pas finalement quelles étaient les levures qui se développaient. Il n'y avait souvent pas de contrôle de température, donc Jean-Claude Berrouet l'a évoqué tout à l'heure, donc il y avait quelquefois des températures qui étaient trop basses, la fermentation alcoolique avait du mal à se dérouler, il y avait des fois des arrêts de fermentation, des piqûres. La fermentation alcoolique, quelquefois, elle était trop chaude, donc quelquefois il y avait aussi des arrêts de fermentation parce qu'il était trop chaud, et puis d'autres fois, les choses arrivaient correctement. Et les vins, à ce moment-là, étaient soutirés, on rajoutait du dioxyde de soufre, et généralement il y avait peu d'éléments. Finalement, les caractéristiques de ces vins, en particulier pour le Sauvignon, c'était très clair, peu d'identité aromatique, et généralement des vins avec peu de potentiel vieillissement. Johnson, qui reflétait un avis anglo-saxon en général, assez rarement sur le jugement des vins, disait Bordeaux, on a des vins qui ont souvent une expression un peu métallique, jamais beaucoup de fruits, et souvent c'est. Alors, au travers de tout un tas de travaux guidés par l'observation empirique, d'expérimentation et puis bien sûr d'une recherche approfondie, il a été en mesure d'améliorer les caractéristiques d'élaboration des vins de Sauvignon blanc. Alors d'abord, on a bien sûr bien compris que lorsqu'il y avait des raisins touchés par la pourriture, bien ça affectait l'oxydation des composants phénoliques qui étaient des pièges pour les arômes caractéristiques des cépages. Donc on a bien compris l'importance déjà de récolter des raisins sains, non touchés par la pourriture. On évitait aussi des altérations de mauvais goût et d'odeur. Ensuite, les techniques d'extraction
eh bien, elles ont d'abord cherché à étudier l'impact d'une protection contre l'oxygène. Et donc, à partir du début des années 1990, en particulier pour le sauvignon blanc, on s'est rendu compte de l'opportunité d'extraire les jus de raisin sous des atmosphères protectrices de gaz carbonique, toujours parce que les composants qui sont oxydés vont piéger les arômes. Donc, il y avait un intérêt préjudiciel. Ensuite, les techniques d'extraction, eh bien, soit c'est la fameuse technique de macération préfermentaire, donc il a été associé au fait que les composants d'arômes sont présents dans la pellicule, donc en faisant une macération préfermentaire, on peut isoler plus facilement ces composants qui sont présents dans la pellicule que par le pressurage, ou la technique de pressurage, mais là aussi avec une grande vigilance pour protéger contre l'oxydation. Mais à mon sens, des points qui ont été majeurs, qui ont été bien maîtrisés, à partir des années 2000, c'est d'une part un ajustement de l'ajout de dioxyde de soufre dans les vins, c'est-à-dire juste les quantités nécessaires pour éviter d'avoir des mauvais goûts dans les vins, une clarification des jus de raisin. Donc aujourd'hui, tous les vinificateurs ont la possibilité de contrôler, comme ils le souhaitent, le niveau de clarification des jus de raisin. Et donc ça change beaucoup les caractères de l'arôme du sauvignon. La fermentation alcoolique, avec la possibilité d'utiliser des levures, comme on en a parlé tout à l'heure, qui sont sélectionnées, qui vont révéler les composants aromatiques. Et puis après l'élevage, donc là en ce sens, il y a eu très clairement une aspiration à Bordeaux de connaissances bourguignonnes, l'élevage sur lit de levure, l'espace de l'île sur levure, qui est un élevage bien sûr qui est extrêmement pertinent pour préserver les composantes aromatiques typiques des cépages, pour améliorer la qualité. Au final, je vois la pendule qui tourne. Donc, cette modalité de vinification, elles ont été grandement optimisées, améliorées pour révéler des vins qui présentent une diversité de types, de styles. Et ce n'est pas la technologie qui est au service d'une expression unique, mais au contraire d'une expression variétale diversifiée, modulée par le terroir. Alors, quelques perspectives. D'abord, évoquer le fait que les enjeux pour la recherche œnologique sont très importants dans les prochaines années, compte tenu d'abord de l'exigence pour les consommateurs, d'abord des vins qui sont originaux, complexes, assez fins, et puis bien sûr adaptés, comme ça a été évoqué ce matin par notre première intervenante, des vins au goût de nouvelle génération. Ça c'est indispensable. L'œnologie doit être à l'écoute du plaisir que les consommateurs ont de goûter les vins ou pas. Alors, dans un contexte qui est celui d'une limitation d'intrants, donc pour cela, l'œnologie doit continuer à accroître les outils de mesure tels que j'ai pu en parler, les composants d'arôme et aussi des composants d'altération, mieux connaître les caractéristiques du produit et puis surtout mieux connaître les paramètres de la perception. En ce sens, dans la recherche en œnologie, on s'intéresse de plus en plus avec des interactions avec nos collègues des neurosciences, d'imagerie cérébrale, de comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau. Et puis, bien sûr, les psychologues de psychologie cognitive sont toujours indispensables. Bien sûr, il y a une interaction indispensable avec les sciences de la vie pour mieux comprendre le rôle du terroir. Il y a quand même beaucoup d'inconnus sur ce rôle merveilleux du terroir sur les composantes de la qualité. Et puis, accroître les paramètres de la qualité des raisins. Et pour finir, je voulais reprendre une phrase de Louis Pasteur, donc Aline Lonvaux m'avait transmis il y a quelques années, ça m'est revenu en mémoire. Donc c'est le propre de la science et du progrès de découvrir des horizons nouveaux. En avançant dans la découverte de l'inconnu, le chercheur ressemble au voyageur qui atteint des sommets de plus en plus élevés, d'où la vue aperçoit de nouvelles étendues à explorer. Voilà, je vous remercie d'intervenir.